Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Le président du pays, Moetai Broederson, est à Singapour en quête d'investisseurs hôteliers Superlux. Il a déjà rencontré la directrice générale du développement du groupe Accor. L'expédition plastique Odyssée s'attaque à la pollution plastique à travers le monde. Le navire a fait un arrêt à Apataki à la rencontre de perliculteurs. Prise de possession des îles Marquises, une exposition et une conférence sont prévues demain à l'Assemblée de la Polynésie française pour mettre en lumière les faits historiques relatant la prise de possession de l'archipel par la France en 1842. Et nous recevons sur ce plateau Edgar Tetahiotupa, docteur en anthropologie. Il est notre invité ce soir. Et comme chaque dimanche, notre volet sport avec au menu du rugby, du judo, les sports traditionnels, du basket et du cyclisme. Moetai Broederson, président de la Polynésie française, est arrivé à Singapour accompagné de conseillers du tourisme, de l'économie et des affaires internationales. Le président du pays est sur place notamment pour rencontrer des investisseurs haut de gamme dans le secteur touristique. Les images sont signées Thomas Chabrol. 262 000 touristes en 2023, un record pour le Fénois. Mais le président du pays veut aller plus loin. Arrivé à Singapour, le président du pays s'est entretenu avec Agnès Roquefort, directrice générale du développement du groupe Accor. Pour accueillir plus de touristes, il faut beaucoup plus d'infrastructures hôtelières qu'actuellement. Son objectif est donc d'attirer de nouveaux investisseurs dans nos îles et de préférence des opérateurs de très haut standing, quitte à mettre à disposition des terrains dont dispose le pays pour faciliter leur implantation. Pour situer un peu, c'est 5500 hôtels, 820 000 chambres. Et d'ici l'an prochain, ce sera certainement, ils auront dépassé le million de clés dans le monde. Et ce sont des enseignes qu'on n'a pas chez nous encore, comme ici Raffles, Banyan Tree. Enfin, ils ont tout un tas d'hôtels de super luxe. Donc vraiment, on est dans le très très haut de gamme. Et ils sont intéressés par venir investir chez nous. Ce qu'on cherche à effectivement implanter, ce sont des marques de luxe, de super luxe même, puisque c'est le segment de clientèle le plus porteur chez nous, notamment pour des investisseurs comme ceux-là, et c'est sur des sites exceptionnels qui existent chez nous et qui sont maîtrisés par le pays qu'ils veulent venir investir. On parle du village tahitien, on parle de Tupae, on parle de Hanaiti, on parle d'autres sites encore. Comment concilier tourisme durable et inclusif et atteindre les 600 000 touristes voulus par le gouvernement Broederson? Pour y parvenir, il faudra absolument soutenir aussi la petite hôtellerie. 600 000 touristes, pour y arriver, il faut 3500 chambres supplémentaires, 3500 clés supplémentaires. Et donc, il faut un mix. Il faut évidemment aussi de la petite et moyenne hôtellerie. C'est le sens du reformatage de la défiscalisation qu'on a opéré l'année dernière. Mais à côté de ça, il faut aussi toujours des hôtels de super luxe pour cette clientèle très haut de gamme qui vient chez nous. Au cours de sa mission à Singapour, Moetai Broederson a d'autres rendez-vous inscrits à son agenda qui lui permettront de faire à nouveau le super VRP de la destination Polynésie auprès d'investisseurs potentiels. Et mardi dernier à Paris, Tahiti Tourisme avait invité les tours opérateurs français et belges à rencontrer les professionnels du tourisme polynésien. À l'occasion de faire le point sur les résultats enregistrés en 2023, Julien Panafieux et Wallis Glaise. 20 exposants polynésiens pour 31 marques représentées, 46 tours opérateurs, un seul but, promouvoir la destination Polynésie sur le marché français. Les voyageurs français représentent toujours un marché crucial pour la Polynésie. L'intérêt, d'abord, il faut réaliser que le marché français, c'est le deuxième marché pour la destination. C'est 30% part de marché, mais c'est surtout le client qui reste le plus longtemps en Polynésie. C'est le client, le touriste qui séjourne dans le plus de différents types d'hébergements. C'est-à-dire c'est celui qui va faire des hôtels, mais aussi des pensions de famille, qui va faire aussi des croisières. Il faut dire que ce marché français ne s'est jamais aussi bien porté. Sur le premier semestre 2024, 14 834 billets ont été vendus, soit une hausse de 12,5% par rapport à 2023. Autant dire que l'événement joue un rôle clé dans la stratégie de développement du tourisme.
Aujourd'hui, le tourisme polynésien, il faut savoir, se porte extrêmement bien. On est vraiment sur une destination très dynamique. Et les tours opérateurs sont à la fois à la recherche de nouvelles disponibilités, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi, des nouveaux hôtels, nouvelles pensions. Donc aujourd'hui, les échanges sont souvent portés sur justement que peut-on faire pour ajouter de la disponibilité dans l'hébergement, hébergement flottant, hébergement terrestre. Donc on offre de nouveaux produits qui vont ouvrir bientôt, donc, notamment en 2025, 2026 également, de nouvelles croisières. La clientèle française, c'est aussi la première clientèle de l'Aranui. La compagnie polynésienne de transport maritime veut mettre l'accent sur la découverte des archipels, notamment celui des Australes. Nos clients avaient besoin de nouveautés. On a beaucoup de clients fidèles qui reviennent plusieurs fois et qui nous disaient mais nous on adore l'Aranui, mais est-ce que vous pouvez nous proposer une autre destination? Donc l'Aranui a décidé de leur permettre de découvrir d'autres choses, et avec un bateau c'était pas suffisant, donc on a décidé d'avoir un second bateau pour pouvoir faire plus de croisières découvertes et en particulier découvrir les Australes. À noter que dans sa stratégie de développer un tourisme inclusif, Tahiti Tourisme a réalisé une enquête auprès de la population. 8 Polynésiens sur 10 sont favorables à un développement du tourisme sur l'île. Et du nouveau dans la lutte contre le rat noir en Polynésie, Atlas, le premier Jack Russell, né et éduqué depuis 7 mois sur le Fénois, suscite de nombreux espoirs. Ses performances ont été présentées hier matin à Moorea. Plus de précisions avec notre journaliste Nicolas Pérez. Né sur le territoire il y a 10 mois, ce Jack Russell, prénommé Atlas, serait, selon ses propriétaires, l'avenir de la lutte contre la prolifération du rat noir en Polynésie. Depuis quelques années, 3 de ses congénères venus de Nouvelle-Zélande sont à l'œuvre sur les îles de Rimatara et Wauka pour éviter la prolifération du rongeur. Leur efficacité n'est plus à prouver, mais leur temps de formation est long et leur coût est estimé à 2,5 millions de francs. Atlas, premier chien formé en Polynésie, serait ainsi une alternative avantageuse. C'est un chien qui coûte 2 fois moins cher. On est bon aussi sur le gain de temps, puisque Atlas pourrait commencer ses prestations à l'âge d'1 an. Les chiens de Nouvelle-Zélande, quand ils nous arrivent, ils ont au moins 3 ans. Donc voilà, c'est gagner 2 ans facile. Pour la vie d'un chien, c'est énorme, 2 ans. Des arguments solides qui se heurtent pourtant à une législation locale qui ne reconnaît pas les compétences des dresseurs locaux dans ce domaine. Et pourquoi pas laisser présager un centre de formation qui serait habilité à travailler la détection, à la recherche du rat noir. Bien connu pour ses qualités de chasseur, le Jack Russell est capable d'agir dans des endroits exigus, en intérieur comme en extérieur. Des prédispositions qui ont facilité le travail de son dresseur. Il a ça dans le sang. Il y a juste à le faire travailler pour sortir cette gène prédateur. Et le résultat, au bout de 7 mois, c'est ça. Parmi le public, composé de connaisseurs et de congénères médusés par les prouesses d'Atlas, la mairie de Moorea pourrait succomber au charme de ce ratier. On a vraiment des zones sensibles, comme le quai, c'est l'entrée de Moorea, comme l'aéroport, c'est l'entrée de Moorea. Sur le fléau qu'on a aujourd'hui, sur le rat noir qu'il y a aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Sur le niveau d'hygiène, sur la vie de la population aussi. Atlas sera prêt à travailler officiellement d'ici 2 mois. Mais il faudra pour cela que les autorités du pays prennent les dispositions juridiques nécessaires pour lui permettre d'entrer en action. Comment se débarrasser du plastique issu de la culture perlière? Les filets, les bouées, les grillages en plastique à des exploitations perlicoles ont une durée de vie limitée. Le recyclage est compliqué. C'est le problème qu'affronte l'entreprise à Pahipoe à Pataki, au Tuamotu, à l'occasion du passage du navire laboratoire plastique Odyssée sur l'atoll. Marguerite Tourina a ouvert les portes de son exploitation pour faire part de son désarroi. Un reportage de Quentin Pommier et Margot Bédé. Dans cette ferme perlière, la réparation des paniers en plastique est faite avec minutie. Un panier doit pouvoir être utilisé au moins 4 ans. On sort de l'eau, on retire les nacs, on travaille sur les nacs et le panier va être séché au soleil. Ensuite, il va être, quand ça va être séché, les algues vont se détacher, on les rince un peu dans l'eau et on pourra les réutiliser. Pour les paniers en fin de vie, direction le dépotoir d'Apataki.
C'est ici que tous les déchets plastiques issus de la production perlière sont entreposés avant de rejoindre le centre d'enfouissement de Tahiti. Alors d'abord on a les collecteurs. Ça c'est pour... voilà, c'est des supports pour collecter les naissins, les bébés NAC. Hein. Si on avait d'autres moyens pour pouvoir travailler que le plastique, on serait les premiers à changer de support. Les cordages en bourre de coco, par exemple, ont été testés, mais se sont révélés peu résistants. Le matériel plastique est incontournable et grâce à Plastic Odyssey, il pourra avoir une seconde vie. Ce bateau laboratoire, en ce moment en Polynésie française, se penche sur la façon de recycler les paniers perlicoles. Le petit souci avec les déchets de la périculture, donc ça c'est comme les poches et les poches à huîtres, donc c'est un peu comme du filet, c'est qu'on n'arrive pas à bien les couper. Et ça fait plein de petits filaments comme ça. Ça nous pose un problème au niveau de la fonte de la matière. Et là, de se confronter à un nouveau déchet comme ça, où ça ne marche pas du premier coup, c'est cool aussi pour nous de se confronter à d'autres problèmes. Et ça montre que le recyclage, ce n'est pas si simple que ça. Objectif pour Plastic Odyssey, transformer les déchets plastiques de la perliculture en pièces pour le bâtiment ou la vie quotidienne. Et Plastic Odyssey est une expédition partie de France en octobre 2022 pour sillonner le monde pendant 3 ans. Son objectif, sensibiliser le grand public à la pollution plastique et proposer des solutions. Le navire sera à Tahiti du 25 mars au 8 avril. L'Assemblée organise cette semaine une exposition sur la prise de possession des îles Marquises. Un événement qui, selon l'institution, entend mettre en lumière les faits historiques relatant la prise de possession de l'archipel par la France en 1842. Elle rendra hommage à 2 grandes figures marquisiennes, Iotete de Tahuata et Pakoko de Nukuhiva. Et en plus de l'exposition, une conférence sur cet événement historique se tiendra à 10h30 dans l'hémicycle. Elle sera ouverte au grand public et sera animée par Edgar Tetaiotupa, docteur en anthropologie sociale et culturelle. Il est notre invité ce soir. Edgar Tetaiotupa, Karnoui. Oh, Davidson. Alors, on disait, c'est une exposition, une conférence qui a été demandée par l'Assemblée afin que les Polynésiens puissent se réapproprier leur histoire. Et là, cela concerne bien évidemment l'archipel des Marquises. Et vous êtes expert un des experts de cet archipel, sur l'histoire de cet archipel. Edgar, quel est l'état d'esprit qui a été mis sur pied sur cette exposition et quel est son objectif? L'objectif, en fait, c'est quelque chose d'ancien, en fait, de l'Assemblée de la Polynésie française. Et l'objectif, c'est de sensibiliser la population sur leur propre histoire, parce qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas qui n'ont pas assez d'informations, en tout cas. Iotete et Pakoko, on les connaît aux Marquises, mais connaît-il réellement? En fait, c'est une ouverture à un débat, mais c'est aussi par la suite de penser, PAN, SER, les blessures, pour que les gens puissent se réapproprier de leur histoire. Et je trouve que, moi en tant que marquisien, je trouve que c'est une bonne initiative de la part de l'Assemblée de la Polynésie française, notamment du président Anthony Géros. C'est comme il dit, à un moment donné, ça permet de faire une résilience et de penser à l'avenir, c'est-à-dire reconstruire la Polynésie. Mais ça, c'est une première étape. Ça va concerner d'autres archipels par la suite. Sans entrer trop dans les détails, comment les Français en sont venus à prendre possession de l'archipel des Marquises? Il y a eu au préalable énormément de gens qui sont venus dans le Pacifique. Ça a commencé par les explorateurs et ensuite il y a eu des commerçants, tout ce qui est baleinier pour l'huile de baleine et l'huile de cachalot, en tout cas la graisse, pour en faire de l'huile pour alimenter les lampes. Il y a eu le bois de santal à un moment donné et ensuite il y a eu une compétition d'énormément de pays, la France, l'Angleterre, beaucoup plus que d'autres pays comme la Hollande ou d'autres pays comme l'Allemagne. Mais il y a eu aussi les États-Unis, plus dans le Pacifique Nord. Les Espagnols aussi, peut-être? Les Espagnols, oui, mais les Espagnols sont arrivés aux Marquises en 1595. Voilà. Et en fait, il y a eu dans cette pensée d'expansion hégémonique
de certains pays de faire des points en fait d'attache, voilà, de relâche en tout cas, pour pouvoir continuer une certaine forme d'expansion, on va dire colonialiste, peut-être impérialiste. Mais en fait, c'est ça, c'est dans ce mouvement. Vous le disiez tantôt que Pakoko a été fusillé. C'est l'une des blessures qui survient encore aujourd'hui chez les Marquisiens. Oui, Pakoko a été fusillé en 1845, donc le protectorat a déjà été institué en 1842. Mais en fait, durant ces années de 1842 à 1845, il y a eu énormément, je dirais plus que des malentendus en fait. Voilà. Lorsque une puissance étrangère, avec sa culture, arrive dans les îles qui ont une culture totalement différente, il y a effectivement des malentendus. Et les malentendus peuvent amener jusqu'à des exactions, comme des meurtres. Voilà. Et donc, il y a eu des Français qui ont été tués, mais Pakoko se justifie d'une certaine manière, en tout cas, hein, voilà, selon lui. Et il a été exécuté en mars 1845, je pense que ça doit être un 21 mars. Et donc l'Assemblée de la Polynésie, puisque nous sommes au mois de mars, a pris cet événement comme occasion pour sensibiliser la population sur des blessures qui restent encore. Justement, il reste encore fait. Y a-t-il une certaine documentation écrite assez fournie sur cette époque? Oui, il y a des documentations. Les historiens ont beaucoup travaillé, les anthropologues aussi. Hein. Il y a Max Radiguet qui a écrit un livre sur ça, les Derniers Sauvages, relatant notamment les événements qui sont à Waitau. Et donc, il était secrétaire du Petit Thouars. Voilà. Mais aussi à Taïwan, bien évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Edgar, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis, eh bien, on se donne rendez-vous demain, 10h30, à l'Assemblée de la Polynésie française. Direction Napuka maintenant, cet atoll des Tuamotu situé à 1000 km au nord-est de Tahiti s'est doté d'un nouveau débarcadère depuis décembre dernier. Un aménagement précieux pour les habitants de l'île. Jusqu'alors, entre septembre et mars, l'ancien quai était souvent impraticable en raison de la houle. Voyez ce reportage de Mereteato sur des images de Anoha à Solution. 25 mètres de longueur, 1300 mètres cubes de matériaux extraits, 1500 mètres cubes de béton corallien, un mur incurvé et 3 plages d'amortissement ont été réalisés ici à Napuka. Un projet lancé en septembre 2021 par le pays pour un investissement de plus de 462 millions de francs. Le projet a non seulement permis d'améliorer la sécurité des habitants, mais il a également permis de générer des retombées économiques positives pour l'île, à la fois directement et indirectement. Directement à travers le chantier qui a duré plus de 20 mois et qui a permis d'employer plus d'une dizaine de personnes localement. Et indirectement en générant de l'activité économique à travers le trafic qui sera induit par la nouvelle infrastructure. L'ancienne infrastructure, inaccessible durant plus de la moitié de l'année, rendait la vie quotidienne de ses habitants bien compliquée. Pour les îles comme Napuka, le débarcadère, c'est une infrastructure qui est primordiale, car c'est une infrastructure qui sert aux pêcheurs, qui sert à l'approvisionnement de l'île, mais qui sert également dans ce cas à l'accès à des habitants de l'île Sœur, Tepoto Nord, à l'aérodrome de l'île de Napuka. Donc c'est une infrastructure qui est très importante et qui, maintenant qu'elle est reconstruite, permet d'exercer toutes ses activités en toute sécurité. Dans les prochains jours, le pays lancera un appel d'offres pour réaliser des travaux de même envergure sur les atolls de Riau, Niau, Takapoto et Fakahina. Et comme chaque dimanche, Floriano Tefo nous a rejoint sur ce plateau pour l'essentiel de l'actualité sportive. Rugby, basket, judo, tennis et sport traditionnels, c'est ce qu'on vous propose tout de suite dans votre rubrique.
Les amateurs de rugby avaient rendez-vous hier soir à Fatawa pour la finale de la Coupe de Tahiti. Et à l'affiche Paia face à FAA menée jusqu'en début de deuxième période, les Mauves de la côte ouest ont finalement réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires et à s'imposer 17-11. Résumé de la rencontre avec Désiré Teibao. Le premier trophée de la saison pour Heiari Tetouanoui et ses partenaires de Paia. Un sacre décroché à l'issue d'un match intense face à FAA. En première période, les deux équipes se rendent coup pour coup. Rémi Nui avec 2 pénalités et un essai, mais la formation d'Orimous de bon rail. Paia de son côté peut compter sur le pied de Tamatoa Tohiro et un essai de Tapute Apani pour recoller au score. À la pause, FAA mène 11-10. À la reprise, la formation d'Orimou investit le camp adverse. Mais cette domination ne se traduit pas en points au tableau d'affichage. Et à la 55e minute, FAA est puni. Jérôme Chal profite d'une faute de main des jaunes et verts pour filer à l'essai. Tamatoa Tohiro passe la transformation et voilà Paia en tête 17-11. Un gros coup sur la tête des joueurs de FAA qui perdent aussi Rémi Nui, sorti sur blessure. Paia résiste dans les dernières minutes aux assauts adverses et s'impose donc sur le score de 17-11. Pas été un match facile, on a été mené au score à la première mi-temps. Du coup, on a dû redoubler d'efforts face à une équipe de FAA qui est toujours présente. Notre plan de jeu, c'était axé sur les avants. On a eu du mal à la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, on a essayé de mettre en place ce qu'on a appris, ce qu'on a mis en entraînement. Et le résultat est là. Du côté de FAA, on regrette le manque d'efficacité sur cette rencontre. Toutes les occasions qu'on a eues, on n'a pas eu de chance. Nos pénalités et tout, la chance n'était pas à nous. Là. Ça s'est joué sur le moindre détail, faute de là. Les deux équipes étaient conquérantes, on va dire. Ouais. Il y a eu du beau combat ce soir. Les deux équipes se tournent désormais vers la première journée du championnat à 15, prévue le 28 mars. Et la Fédération des sports traditionnels a lancé la première étape du championnat de Tahiti hier au Parc Veirei à Punaouia. Et le rendez-vous n'a pas pu rassembler tous les spécialistes, mais la jeune génération a confirmé que la relève était assurée. Les détails dans ce reportage. La première épreuve a débuté avec le Patiafa. Avec ses javelots de bois, les plus aguerris tentent de toucher la noix de coco placée à 9,50 m de hauteur. Les athlètes démontrent leur dextérité face à un public composé de touristes et de supporters locaux. Le relais est pris par les Vahinés et les Wiapi. Pour eux, la noix culmine à 6,10 m de hauteur et les compétiteurs sont placés à une distance de 15 mètres. Là aussi, l'adresse est de mise et pour atteindre la cible, chacun a sa propre technique. J'utilise ces dos, mes textes, avec cette main. Après, le bout du bas, il doit arriver là. Tu tiens comme ça. Après, la pointe qui est devant, elle doit arriver sur l'autre main. Là, tu jettes et tu dois vider le coco. Il faut plutôt être bien posé, être à l'aise et il faut bien viser le coco. C'est ça. Pas trop être stressé et tout. Il faut être calme. Les 3 Wiapi là qui lancent, tous les 3 ont touché et dans des zones pas mal parce que la noix pour eux, aux compétitions individuelles, la noix il y a des zones, il y a 10 points, 8 points, 6 points et 4 points. Dans l'épreuve du lever de pierre, les dames ont une charge de 60 kg à porter et à stabiliser sur leurs épaules. À 16 ans seulement, Teata Hemeari est arrivée deuxième avec un chrono de 4 secondes. Pour elle, la technique compte énormément. Moi, mon père il m'a appris à mettre ses mains vers le bas pour bien serrer. Après, tu portes pour le mettre sur ton torse. D'abord sur tes genoux. Tu mets tes mains en dessous de ton caillou pour le mettre sur ton torse. Et après, tu le lèves encore plus pour le mettre sur ton épaule. Tu la tiens d'une main et tu lâches le coup. Cette journée marque aussi le lancement des sélectifs pour les archipels. Elle permettra de préparer les athlètes qui représenteront leurs îles pour le championnat de Polynésie en juillet. Et après une phase de présélection, les meilleurs espoirs du basket tahitien étaient réunis samedi à Otumoro à la salle Pohero. Objectif pour les graines de champions, pour ces graines de champions, décrocher leur ticket pour les finales nationales du Challenge Benjamin prévu fin avril à Paris. À l'issue des 4 épreuves individuelles, Kimi Kautei et Teanoui Goulard valident leur participation pour la grande finale parisienne. Le reportage.
Dribble, passe et adresse au tir. Les 26 meilleurs benjamins du Fénois sont évalués sur ces fondamentaux du basket. Ces espoirs ont chacun 45 secondes pour signer la meilleure performance sur les 4 épreuves proposées. Des exercices baptisés du nom de joueurs de l'équipe de France de basket. La première épreuve, c'est l'épreuve Marine Johannes. C'est sur les onces au niveau des tirs. Après, le deuxième, c'est l'épreuve Victor Wenbanyama. Donc, c'est les dribbles, les passes, les tirs. Troisième épreuve, c'est Iliana Rupert. C'est plus au niveau de l'adresse. Et la quatrième épreuve, c'est l'épreuve Evan Fournier. C'est les lancers francs. Et donc, c'est la base qui est mise aujourd'hui en avant. À l'issue des 4 épreuves, chez les filles, Kimie Kautei signe le meilleur score. Un résultat qui récompense des heures d'entraînement. Il ne faut pas vraiment faire gaffe autour de toi. Il faut se concentrer sur ce que tu vas faire, sur tes épreuves et essayer d'assurer le plus possible. Il y a eu quand même de la concurrence parce que la dernière fois, je n'étais pas arrivée première, j'étais arrivée troisième. Du coup, j'ai quand même beaucoup de stress, mais je suis contente. J'appréhende du coup la France. J'ai très peur parce que c'est du haut niveau là-bas. Du côté des garçons, Théanoua Goulard est le meilleur cette année. Malgré quelques petits ratés, le petit basketteur n'a pas baissé les bras. L'épreuve des doubles pas, j'ai raté un double pas main droite. Du coup, j'étais un peu déçue, je me suis un peu découragée. Mais après, comme au shoot, j'ai fait un bon score et je me suis repris. Et du coup, au lancer franc, j'ai fait un super score. Au double pas, j'ai fait 12. Au passe, j'ai fait 12 aussi. Après, au M, j'ai fait 18. Et au lancer franc, j'ai fait 13. Les 2 petits champions ont maintenant un peu plus d'1 mois pour se préparer pour la grande finale nationale prévue les 27 et 28 avril à Paris. Et hier à Rouy, le complexe sportif Boris Leontiev a accueilli le championnat de Polynésie individuel de judo. Plus de 200 combattants ont enchaîné les duels au travers de différentes formules qui mettent en avant la mixité, les temps forts dans ce reportage. Sur les tapis, l'ambiance et l'intensité des combats sont au rendez-vous. Pour le grand plaisir des spectateurs et des compétiteurs, tous les médaillés des Jeux d'Onyara ont répondu à l'appel. Résultat, une forte affluence et des oppositions de qualité. La fédération locale mise sur ce type de compétition pour faire monter le niveau. On a d'abord le championnat officiel par catégorie où là il y a peu de combats parce qu'on n'est pas très nombreux finalement sur Tahiti et ses îles. Et puis après on brasse et donc c'est un peu la manière de brasser qui change. Cette année j'ai brassé 2 catégories garçons avec 2 catégories filles pour faire une seule catégorie et on a eu des beaux combats et des belles surprises. On travaille sur la mixité qui est très très bénéfique et notamment pour notre équipe féminine qui a vraiment cartonné à Onyara. Parmi cette équipe de médaillés, on retrouve Ambre Popov qui n'avait pas revêtu son judogi depuis plus de 3 mois. Elle remporte sa catégorie des moins de 44 kg, puis elle s'impose encore dans la division mixte des moins de 52 kg. C'était très difficile parce que les garçons ils sont très physiques et il y en avait qui avaient plus de 10 kg de plus que moi. Il faut se dépasser, il faut se donner à fond tout le temps. La semaine prochaine, Ambre s'envolera pour la France car le 30 mars, elle participera au championnat de France cadet. Je stresse beaucoup mais je me suis bien préparée, pendant longtemps et très dur. Donc j'espère que mes efforts vont porter leurs fruits. Tamatere Hervé a également décroché le précieux métal à ses derniers Jeux du Pacifique. La pause a été plus longue pour lui, 5 mois en dehors des tapis, une période d'arrêt qui ne l'a pas diminué. Comme Ambre, Tamatere l'emporte dans 2 catégories différentes. C'est dur quand même la reprise en compète, alors, surtout reprendre les habitudes à l'échauffement, le stress en compétition. Et voilà, la journée, la chaleur surtout dans un environnement assez humide quand même à Tahiti. Du coup, la chaleur, ça joue beaucoup. La journée s'est terminée avec le premier championnat de Taiso, une activité de remise en forme. Les engagés avaient plusieurs épreuves physiques liées au judo à réaliser le plus vite possible. Et tout de suite, on retrouve le reste de l'actualité sportive en bref et en images. Jour de rentrée ce dimanche pour les cyclistes du Fénois. Le mémorial René Malmezac a ouvert comme à l'accoutumée la saison. 102 athlètes étaient alignés sur les 3 parcours proposés. Et sur la course reine de 101 km, Kairi Hundeler s'est imposé, signant au passage son 4e succès dans l'épreuve. Le coureur de Tamari Punaru a devancé au sprint Taruya Krener et Teva Poulin.
J'ai remarqué que tout le monde a progressé, donc c'est vraiment encourageant pour la suite de voir un peloton déjà avec beaucoup de coureurs cette fois-ci et avec tout le monde qui a envie de bien faire. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Enfin, c'est pour ça que je fais du vélo. Hier au Pac Vert, l'équipe de Fariouté emmenée par David Tepava a remporté pour la 5e fois de suite le marathon Polynésie la première. Devancé par le team Ethitiv A, le team OPT et Hinaraurea, lors de la première étape entre le Parc Vert et Temé, les hommes d'Albert Moux ont refait leur retard lors du tronçon vers Punaouia. Au général, Shelva l'emporte devant le team OPT et le team Ethitiv A. Une délégation tahitienne s'envolera vendredi prochain pour Singapour et la Coupe d'Asie du 3 contre 3. Chez les hommes, la sélection est composée de joueurs d'expérience comme Larry Terry Tematawa et Rehiti Somers. Ils encadreront de jeunes talents comme Maui Ropigna et Michael Rouchon. Du côté des dames, on retrouve une partie de la sélection titrée aux Jeux du Pacifique avec Maya Lextré, les sœurs Tessier, Herehao et Pohere et Hereiti Viriamu. Objectif pour les basketteurs, gagner des points au ranking mondial. Sur le 3 contre 3, chaque victoire vaut des points. Et nous, on souhaite vraiment être le mieux placé au ranking mondial pour pouvoir ensuite participer à plusieurs tournois internationaux comme le Gaz de France, comme les tournois qui se font, on va dire, dans la zone asiatique ou américaine. Allez, rencontre maintenant avec deux joueurs de tennis accomplis, Mehitia Bouzi, championne de Polynésie des 15-18 ans, et Gillian Osman qui évolue sur le circuit professionnel. Et tous deux rejoindront l'Australie pour peaufiner leur préparation en vue des futures échéances. Nous les avons rejoints au complexe sportif de l'AS Phoenix. Le 25 mars, Mehitia Bouzi partira à Melbourne pour suivre un stage intensif avec l'équipe d'Océanie. Elle disputera également une compétition sur place pour se familiariser avec la terre battue. Puis le 4 avril, elle partira en direction de la Chine pour participer à la Coupe Davis. Et aussi, je vais représenter Tahiti, oui, mais ce sera l'équipe d'Océanie, donc il y aura des joueuses de Fidji et de Samoa. Je l'ai fait en enfant, genre en dessous de 16 ans, l'année dernière au Sri Lanka. Et là, c'est la première fois que je vais faire en adulte. Il y en a qui sont dans le top 200 mondial, ça peut descendre à 150 mondial. En Inde par exemple, et du coup les équipes elles seront vraiment fortes, les femmes, donc ça va être chaud. Quant à Gillian, il a commencé l'année en beauté en décrochant ses premiers points sur l'ATP lors d'un tournoi Challenger en Nouvelle-Calédonie. Ce résultat lui permet de se classer 900e mondial et ainsi d'accéder à des tournois de plus grand échelon. Il compte poser ses valises en Australie pour en faire sa base d'entraînement. C'est vraiment la guerre, c'est la jungle pour avoir ses premiers points. Donc maintenant que je les ai, c'est un relâchement et un objectif de fait. Je vais partir faire ma pré-saison en Australie, m'entraîner pendant plusieurs mois dans de bonnes infrastructures, avec un bon entraîneur, avec tout ce qu'il me faut pour performer. Et je suis le premier Polynésien à être classé niveau mondial. Donc c'est une super fierté pour moi et j'espère que c'est une fierté pour Tahiti et pour tout le monde. Que voilà, il n'y avait jamais eu quelqu'un qui avait été à sur ce train de vie-là. Et pour montrer aux jeunes d'ici aussi que tout est possible. Si on le veut vraiment, tout est possible. Et ce n'est pas fini, car en attendant, Gillian doit multiplier les tournois avec dans son viseur une place parmi les 600 meilleurs mondiaux d'ici la fin de l'année. Mehitia, elle, espère aller le plus loin possible avec l'équipe océanienne. Là, nous arrivons au terme de notre édition. Ce soir, au programme Snatch, un film de Jonathan Levine, puis votre émission Zone Interdite. Demain, c'est Sophie Guébel qui prendra les commandes du journal. En vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tahitini Télévision. Et bien entendu, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette semaine en musique. Bonne soirée.